Cette seconde convocation du Parlement, réunie en congrès par le nouveau président de la République, ici même au château de Versailles, en un an seulement, est plus qu'un symbole. C'est à nos yeux une alerte pour la démocratie, après une année entière consacrée au seul service des plus riches, une année menée sur un train d'enfer, très souvent sans égard ni respect pour le travail du Parlement et de nombreux parlementaires. Certes, on nous dira que le président de la République ne fait qu'utiliser un article de la Constitution créé par Nicolas Sarkozy, rendons à César ce qui lui appartient, qui permet cet exercice du discours présidentiel à sens unique auquel nous venons à nouveau d'assister. Mais pourquoi cette utilisation répétée? Y avait-il urgence à sacrifier de nouveau un tel rituel? L'annonce du plan pauvreté ou celle de la réforme de l'hôpital, qui relèvent bien de l'urgence, ont été repoussées sans ménagement à l'automne. Et pourtant, c'est là qu'il aurait fallu presser le pas. C'est bien un exercice monarchique et autoritaire du pouvoir auquel on veut nous habituer. Un exercice monarchique et autoritaire au service des privilégiés. Alors, symbole contre symbole, c'est vrai qu'aujourd'hui, nous en avons choisi un autre. Avant de rejoindre cet hémicycle, nous avons marqué notre indéfectible attachement à la République et à la souveraineté populaire en nous rendant devant la salle du Jaune Paume à quelques encablures de ce château, là où tout a commencé en 1789, quand 300 députés du tiers-État clamèrent alors, le 20 juin 1789, leur volonté de ne pas se séparer avant l'élaboration d'une constitution, engageant alors le transfert historique et révolutionnaire du pouvoir royal vers celui de la nation et du peuple. C'est à ce serment que nous sommes fidèles et que nous resterons fidèles. Et je veux dire un mot de la révision de la Constitution et des institutions de la République, puisque le président l'a totalement éludé. Ce sont 3 textes, mais qui constituent un bloc qui vise à asseoir une concentration inégalée des pouvoirs. Vous réduisez le pouvoir d'amendement du Parlement, vous renforcez la maîtrise de l'exécutif sur son ordre du jour. En fourchant les arguments populistes, vous justifiez la réduction d'un tiers du nombre de parlementaires, de moitié le nombre de membres du Conseil économique, social et environnemental, alors que c'est vous, l'Élysée et le gouvernement, qui engorgez le travail parlementaire par un assaut de textes visant à libéraliser et à marchandiser toute la société. Avec des circonscriptions de plus de 200 000 habitants, vous allez éloigner le pouvoir législatif des citoyens comme dans aucun autre pays européen. Vous parlez de proportionnel, vous vous moquez du monde. Avec une telle réduction du nombre de parlementaires, elle sera réduite à rien. Et pire, c'est le pluralisme de nos assemblées qui va être gravement atteint. Un seul exemple, plusieurs dizaines de départements n'éliront plus qu'un seul sénateur. Donc, dans ces départements, le pluralisme au Sénat sera interdit purement et simplement. Mais vous vous en moquez. C'est ce que vous voulez. Vous parlez de l'efficacité et de la qualité du travail législatif, mais en vérité, la seule chose qui vous importe, c'est que le Parlement entérine et exécute ce que le château a décidé. L'attaque que vous portez contre nos institutions et le Parlement est d'autant plus grave qu'elle se conjugue à celle que vous menez contre les collectivités locales, en premier lieu les communes, contre leur budget, contre la libre administration des collectivités, pourtant consacrée dans la Constitution, et que vous voulez remplacer très explicitement et par une mise sous tutelle de fait, abusivement baptisée contractualisation, et par la différenciation, qui n'est autre que la fin de l'égalité sur le territoire. Nous exigeons donc effectivement un référendum à l'issue du débat parlementaire pour que les Français puissent se prononcer en connaissance de cause sur cette réforme. Nous mènerons ce combat pour la démocratie avec d'autant plus de détermination que le pays est en train de prendre conscience de la raison pour laquelle vous lui demandez les pleins pouvoirs. Le pays prend conscience du danger que fait courir la politique menée. Qui ose encore discuter la formule du président des riches, tant les cadeaux ont été nombreux et répétés, de l'allègement massif de l'ISF jusqu'à l'exit tax ou le refus de lever le verrou de Bercy contre l'évasion fiscale il y a peu. La bonne santé des profits du CAC 40 ou celle de la distribution des dividendes qui atteignent des niveaux à nouveau records ne ruissellent absolument pas, et pour cause. Car vous ne vous êtes jamais attaqué à l'essentiel du problème, la manière dont est utilisé l'argent disponible, l'argent créé par le travail dans ce pays, les critères avec lesquels est accordé l'accès au crédit ou au financement.
Politique fiscale et exonération de cotisations généreuses avec la finance d'un côté, encouragement à la compétitivité basé sur la baisse du coût du travail de l'autre. L'addition se nomme austérité massive pour les dépenses publiques et explosion de la précarité et des inégalités. Les dépenses sociales utiles des collectivités locales sont partout mises en difficulté. Les services publics sont à l'os. L'état d'urgence est déclaré dans les hôpitaux et les EHPAD. Tout le système de santé est en crise, comme le révèle le Tour de France des hôpitaux que nous avons entrepris. Le rendez-vous avec les banlieues et les quartiers prioritaires a été lamentablement manqué au printemps. Une fois encore, vous n'avez rien entendu des premiers concernés, élus, associations, habitants, qui s'étaient pourtant mobilisés avec espoir à la faveur du rapport confié à Borloo. La ruralité, elle aussi, souffre beaucoup. La promesse de reconstruction de prix rémunérateurs pour le travail paysan n'est pas tenue et les inégalités territoriales se creusent. Les territoires oubliés se multiplient dans la République. L'égalité n'est plus qu'un gigantesque gruyère dont les trous se font toujours plus grands. La crise du logement est gigantesque et votre réponse, c'est la loi Elan, une prime à la marchandisation libérale accrue du secteur et à la privatisation de la ville. Vous vous vantez de parvenir à chaque fois à faire voter vos réformes, malgré les oppositions qu'elles suscitent. Mais où est la gloire de cette politique au forceps, dont les bénéfices sont inexistants pour la grande masse des Français? La réforme du ferroviaire, qu'avez-vous réglé, à part préparer le secteur à une ouverture à la concurrence qui se paiera très cher en fragilisation du réseau, en pénurie d'investissements et d'effectifs, en hausse des tarifs pour l'usager? Vous allégez la dette, mais vous instaurez aussitôt une règle d'or qui bridera l'investissement public nécessaire, notamment dans le fret, indispensable à la révolution écologique des transports. L'instauration de Parcoursup, c'était indispensable et urgent pour mettre fin à l'arbitraire. Mais l'arbitraire est cette fois généralisé et plus exactement le tri social est maintenant légalisé. Alors que la France a besoin d'une politique d'éducation et de formation universitaire ambitieuse, c'est le manque d'ambition qui domine tous vos choix budgétaires en ce domaine. Et que dire dans un autre secteur stratégique pour l'avenir que le président a évoqué, celui de l'énergie? Oui, nous avons besoin d'une maîtrise publique de l'énergie au service de la transition écologique, mais que dire de la privatisation scandaleuse des barrages hydrauliques, de l'abandon total de la participation de l'État dans Engie, du secteur livré aux appétits de Total, de la déréglementation accélérée des tarifs, du bradage d'Alstom? Même quand le gouvernement déclare une grande cause nationale, la lutte contre les violences des femmes, il est capable de manquer le rendez-vous législatif avec une loi, en vérité, à l'arrivée, pas du tout à la hauteur, ne résolvant pas les problèmes. Et il faut en plus la mobilisation et la ténacité du monde féministe et associatif pour repousser une définition discutable et dangereuse du viol sur mineur. Je termine, Monsieur le Président. Tout au long de l'année, nous avons résisté et alerté sur les dangers de votre politique. Nous avons multiplié les propositions et les pistes de travail alternatives. Nous allons continuer. Puisque vous n'écoutez pas, nous allons écouter pour deux le pays et travailler toujours plus avec les forces vives, les forces sociales du pays. Vous ne croyez pas au Parlement? Nous, si. Nous allons en faire la chambre de résonance de toutes les luttes, de toutes les aspirations au progrès, de toutes les intelligences dont regorge notre pays. Car si le pouvoir ne semble plus comprendre ce que veut dire la devise de la République, liberté, égalité, fraternité, des millions de nos concitoyennes et de nos concitoyens, eux, n'en ont pas perdu le sens. Nous sommes et resterons à leur côté pour porter l'espoir d'une République démocratique, d'une France meilleure, juste et solidaire. Merci, Monsieur Laurent.